Le premier truc de ma première vidéo, 10 trucs pour les nouveaux conducteurs, portait sur la petite flèche sur le tableau de bord qui indique de quel côté du véhicule se trouve l'orifice ou le bouchon pour mettre l'essence. J'ai eu beaucoup de commentaires disant que certains véhicules n'ont pas la petite flèche, et c'est vrai, bien que de nos jours, presque toutes les voitures en Amérique du Nord en aient une. J'ai également eu des commentaires à propos d'autres endroits, comme en Europe par exemple, disant que l'orifice est du même côté que le tuyau sur l'icône de la pompe à essence, ou même du côté où la pompe est située sur la jauge à essence. Ce qui est vrai pour les deux dans ce cas-ci, mais pas dans celui-ci, où le tuyau de la pompe est à droite et le bouchon est à gauche. Bien que la petite flèche indique toujours le côté où se trouve le bouchon, le tuyau sur la pompe ou la localisation de l'icône, pas toujours. Alors voici ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas la petite flèche. Si vous avez un petit levier pour ouvrir la porte de l'orifice à essence, il se trouve généralement sur le plancher à gauche du siège du conducteur. Ouvrez-la avant de vous positionner à la pompe et regardez dans vos rétroviseurs latéraux. La porte ouvrira généralement assez pour qu'on puisse la voir dans le miroir. En fait, le simple fait qu'il y ait ce petit levier est un bon indicateur que le bouchon du réservoir à essence doit être du même côté que le levier lui-même. Parce que quand on tire dessus, c'est un câble qui ouvre la petite porte. Et il serait plus compliqué pour les constructeurs automobiles de faire passer le câble jusqu'à l'autre côté. Donc, le seul vrai indicateur dans chaque situation est la petite flèche. Pour ce qui est du reste, ça varie dépendamment de plusieurs facteurs. J'ai fait mon petit sondage là-dessus, et ce que j'ai remarqué, c'est que dans la plupart des cas, les voitures américaines et européennes ont l'orifice à droite et les voitures asiatiques à gauche. Les étés sont de plus en plus chauds, et une option que l'on devrait envisager sérieusement à l'achat d'un véhicule est la climatisation. Vous avez peut-être déjà remarqué cette petite icône sur le tableau de bord et vous vous êtes peut-être demandé quelle est son utilité. C'est le mode de recirculation de l'air à l'intérieur du véhicule, ce qui signifie qu'au lieu de laisser entrer l'air extérieur, le véhicule fait recirculer l'air qui est déjà à l'intérieur. Donc, avant de commencer à conduire par une journée très chaude, on ouvre autant de fenêtres que possible, on conduit un peu pour laisser l'air refroidir à l'intérieur du véhicule, une demi-minute environ, ensuite on ferme les fenêtres, on allume la clim, et on place l'interrupteur sur cette position ou on appuie sur un bouton dépendamment du véhicule. Ensuite, on laisse la clim dans ce mode jusqu'à ce que l'on ait atteint la température souhaitée. De cette façon, le véhicule va refroidir plus vite que si on allumait tout de suite l'air climatisé avec toutes les fenêtres fermées avant de commencer à conduire. On essaye d'éviter d'utiliser ce mode par temps humide ou froid car les fenêtres vont vite s'embuer. Les élèves confondent souvent les indicateurs de vitesse et les radars photo. Ces panneaux ici sont des indicateurs de vitesse. Ils indiquent tout simplement la vitesse à laquelle on conduit. Et des fois, ils peuvent indiquer la vitesse des véhicules devant ou derrière nous, selon l'endroit où le laser pointe. Par exemple, dans ce cas, il peut indiquer la vitesse du camion derrière nous, qui va plus vite que nous, vu qu'il nous dépasse, mais on pourrait avoir l'impression que c'est notre vitesse, parce qu'on la voit quand même affichée devant nous. Donc, ces panneaux ne sont que des indicateurs. Celui-ci est un radar photo. Les radars photo sont généralement indiqués d'avance par des panneaux comme celui-ci ou celui-ci. Si on dépasse la limite de vitesse en passant devant la 1-2, on va probablement recevoir une contravention par la poste. J'en discuterai plus en détail dans une prochaine vidéo sur la vitesse. Ça, c'est l'icône du liquide lave-glace et le réservoir est habituellement situé en avant, sur un côté ou l'autre, sur le côté droit de la voiture dans ce cas ici. Un petit truc pour quand on verse du lave-glace, c'est de coucher la bouteille sur le côté à l'horizontale. Si on la maintient en position verticale, ce sera plus difficile de verser le liquide sans éclabousser, vu que la circulation d'air vers l'intérieur de la bouteille est bloquée par le liquide. En la plaçant à l'horizontale, l'air peut entrer dans la bouteille, ce qui fait que c'est plus facile de verser. En fait, une bouteille de lave-glace est quelque chose qu'on devrait avoir dans le véhicule en tout temps. Le stationnement semble être une phobie pour beaucoup de nouveaux conducteurs. Un commentaire que je reçois beaucoup de la part de mes élèves est que quand ils ou elles vont avoir leur propre voiture, ils vont tout simplement aller se stationner où il n'y a personne. Je vous recommande d'apprendre à vous stationner correctement, bien sûr, mais stationner où il n'y a personne n'est pas une mauvaise idée en réalité. Premièrement, certaines personnes tournent en rond, disons, 3 minutes à la recherche d'une place de stationnement plus proche de l'entrée, alors qu'elles auraient pu conduire 30 secondes pour se rendre plus loin, là où il n'y a presque personne, stationner et marcher un autre 30 secondes. C'est quand même une économie de 2 minutes. Deuxièmement, il y a moins le risque de se faire ouvrir une porte sur notre voiture. Et troisièmement, marcher c'est bon pour la santé. Si vous voyez des taches de liquide sous votre véhicule, vous pouvez parfois identifier le type de liquide par sa teinte. Si c'est une teinte brunâtre, c'est probablement de l'huile à moteur. Rouge ou rosâtre, c'est du liquide à transmission.
si vous avez un véhicule à transmission automatique, bien sûr. Verdâtre, c'est de l'antigel. Et si c'est à l'arrière du véhicule et que ça sent l'essence, c'est de l'essence. Maintenant, paniquez pas si vous voyez des taches dans un endroit public où vous stationnez fréquemment. Ça pourrait provenir de n'importe quel autre véhicule qui a également été stationné là. Mais si vous les voyez dans votre entrée de garage, il y a de très fortes chances que ça provienne de votre véhicule. Donc la façon de savoir, c'est d'inspecter le dessous du véhicule. Mais se coucher sous un véhicule n'est pas l'expérience la plus confortable qu'il soit. La meilleure façon de vérifier le dessous du véhicule est de le lever sur un lift. Mais je doute sérieusement que vous en ayez un à la maison. Donc le truc ici est d'utiliser un bâton de selfie avec votre téléphone. Je recommande de protéger le téléphone avec une pellicule plastique au cas où la voiture aurait des fuites, ou si vous avez une caméra sport, vous pouvez l'utiliser avec le boîtier étanche à l'eau. Et vu que c'est sombre là-dessous, on peut soit allumer l'application lanterne du téléphone si on en a une, sinon on peut utiliser une petite lumière. Ensuite, on filme ça en prenant le soin de bien filmer toute la superficie et on peut visionner ça plus tard confortablement. Je vais faire une vidéo plus détaillée sur la vérification des liquides prochainement, mais pour le moment, quand on a fini de verser de l'huile dans le moteur, la première chose qu'on devrait faire est de revisser le bouchon immédiatement. Si on fait quoi que ce soit avant ça, comme s'essuyer les mains par exemple, ou se débarrasser de la bouteille, on pourrait oublier de le remettre. Et si c'est le cas, l'huile va éclabousser sous le capot, ce qui va provoquer de la fumée aussitôt qu'on recommence à conduire, et ça risque de résulter en des réparations potentiellement très coûteuses. On pourrait aussi placer le bouchon devant la porte de la voiture, par exemple, du côté du conducteur, bien sûr. De cette façon, on va le voir avant d'entrer dans la voiture. Petite parenthèse, la meilleure façon de verser de l'huile dans le moteur est d'utiliser un entonnoir. Mais si on n'en a pas, le truc que l'on a vu tout à l'heure pour le lave-glace s'applique également ici. On verse l'huile en tenant la bouteille en position horizontale. En ce qui concerne l'huile moteur, vous devriez la faire changer environ à chaque 5 000 à 15 000 km selon le type d'huile que vous utilisez. Si vous le faites faire par un mécanicien, une autre chose que vous pourriez faire pendant que vous êtes sur place est de lui demander de faire une rotation de vos pneus, ce qui signifie que les pneus arrière seront transférés à l'avant et vice-versa. La raison en est que les pneus avant s'usent plus rapidement, et ce pour deux raisons principales. Les roues avant sont celles qui tournent, donc les pneus sont soumis à plus de friction, et deuxièmement, puisque les pièces mécaniques comme le moteur et la transmission sont en avant dans la plupart des véhicules, les pneus avant supportent plus de poids. En faisant une rotation régulièrement, on améliore notre sécurité et la longévité des pneus. Maintenant, ceci n'était qu'une illustration simple. On doit suivre une certaine procédure en fonction du type de véhicule ou de pneus. Votre mécanicien devrait en principe s'occuper de ça, mais si vous le faites vous-même, informez-vous à ce sujet. Maintenant, vous allez probablement trouver ce dernier truc un peu bizarre, jusqu'à ce que ça vous arrive, si c'est le cas, ce que je ne vous souhaite pas. Si on a besoin d'enlever nos clés de notre poche à côté d'une bouche d'égout, et si on les échappe, ça risque de devenir compliqué de retourner à la maison, surtout si on est loin. Donc ici, on peut insérer notre doigt dans l'anneau du porte-clés s'il en a un. De cette façon, même si on fait un faux mouvement, les clés vont rester attachées à notre main. Même chose pour un portefeuille ou un téléphone. On essaie de ne pas les sortir de la poche quand on est près d'une bouche d'égout. Bien sûr, si on a un démarrage sans clé, ce n'est plus tellement un problème. La plupart du temps, on n'a même pas besoin de sortir notre porte-clés de notre poche. Tant qu'on l'a sur nous, dès que l'on touche la poignée de porte ou qu'on appuie sur le bouton, la porte se déverrouille. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bonne route!